Bonjour, bonjour les amis. Vlog 340. 340. Tu m'as même pas laissé le temps de faire l'introduction, hein. Non, je voulais dire qu'il faisait super chaud là. On a la clim. Bon, ça va. Elle est descendue à 22. Bon, on est le matin. Hein, Ouais, mais alors, la journée, quand il fait la hyper journée, chaud, elle arrive plus à suivre. Hein. Hier, on a tourné à 28-29. Hein. Alors, bon. Alors, je pense que tout le monde est pareil que nous. j'envoie le générique. On n'a Ouais. pas envoyé le générique. Hein. On vous raconter notre chaleur et tout avant d'avoir lancé le générique quand même. Franchement, hein, on est un peu déphasé. Bon. Oui, bah c'est sûr, pas cette chaleur, tout le monde Voilà. est très top. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on vous envoie tout de suite le reportage. Alors, j'en avais parlé il y a une ou deux semaines, je crois. Hein. Ouais. Alors, on vous envoie ça et on se parle après. C'est bon, c'est une vidéo. Sabrina m'a montré une photo que j'étais en bas il y a 2 ans. J'ai cru qu'elle était de moi. Aujourd'hui, on ne visite pas un simple musée. On va pousser les portes d'un lieu resté dans son jus, fermé au grand public de cette façon, guidé par Loïc, le gardien des clés de cette histoire. En 1904, une femme incroyable, Amélie de Berkheim, la directrice des mines de fer de Framont, cherche du pétrole ou de la houille dans le sous-sol alsacien. Elle lance des sondages. À la place du pétrole, à plus de 600 mètres de profondeur, on remonte une roche étrange, salée et teintée de rose rouge. C'est de la potasse, un engrais naturel ultra puissant. L'aventure est lancée. Poser des questions pendant la visite, hein, s'il y a la moindre question, je suis là pour ça, on est ensemble, donc pas de problème. Alors pourquoi je vous emmène dehors pour commencer la visite? Bien d'abord pour vous présenter un petit peu le lieu sur lequel on se trouve, la mine Joseph Hels. Donc on va un petit peu faire la description des différents bâtiments que vous avez autour de vous, leur rôle à l'époque de l'exploitation, leur rôle aujourd'hui. Je vais vous emmener voir un petit peu les puits de plus près, pour parler un petit peu de leur fonctionnement. Également le lieu de la découverte de la potasse. Je vais vous expliquer comment on a découvert la potasse. Pour finir, je vous parlerai aussi de la fonction de la mine aujourd'hui. Parce que la mine Joseph Hels, sur laquelle vous vous trouvez actuellement, elle a une particularité, c'est encore une mine en exploitation. C'est la dernière mine encore fonctionnelle du bassin potassique. Alors non plus pour y extraire de la potasse, ça c'est fini. Aujourd'hui ce site s'appelle Stockamine. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ah oui, stop les Les déchets. Les déchets. Donc voilà, j'en dirai 2-3 mots parce que ça fait partie de l'histoire du site. J'en dirai 2-3 mots. Malheureusement. Et après quand ce sera fini, à l'extérieur, on va rentrer dans le musée. Et donc dans le musée, il y aura 2 phases de visite. Une première dans la salle qui est juste ici, qui est la salle de minéralogie. Donc là, dans les années 50, ça représente vraiment l'apogée des mines. Donc en termes d'activité, en termes de contingent de mineurs, à cette époque-là, les mines employaient près de 14 000 mineurs sur l'ensemble des 11 carreaux de mines. Donc c'était vraiment Et ici, il y avait combien à peu près? Ici, c'était 1000. 1000. Un millier environ. Donc vous vous rendez compte un petit peu du poumon et tout là. Ce sont les bâtiments en briques rouges que vous retrouvez tout autour de vous. Donc aujourd'hui, ces bâtiments, bien sûr, sont toujours occupés, mais par des sociétés privées. Mais à l'époque, ces bâtiments avaient chacun une fonction liée à l'activité de la mine. Donc le bâtiment que vous avez ici, c'est celui-là, le bâtiment du portier. Donc le portier, c'est un peu la réception, le concierge de la mine, tout simplement. Ce bâtiment-là, lui, n'existe plus. Il se trouvait au niveau du parking qui est juste derrière, c'était l'infirmerie à la morgue. Alors pourquoi l'infirmerie et la morgue? Parce que le métier de mineur, c'est un métier dangereux, vous vous en doutez. Il y a des risques d'effondrement, des risques d'accidents de travail qui étaient nombreux. Et les mines de potasse, comme les mines de charbon, étaient des mines grisoteuses. Donc il y avait aussi ce gaz. Il y avait il y avait aussi du grisou, donc il y avait des accidents. Donc pour vous donner un chiffre,
sur les 100 ans d'exploitation, il y a eu plus de 800 morts. Ouais. Quand même. Ça reste un chiffre à mettre en avant. Ensuite, ce bâtiment-là que vous avez ici, c'était le bâtiment administratif, avec notamment le bureau de paye, etc. Ah ouais. Ensuite, ce bâtiment-là et ce bâtiment-là, donc c'est ceux que vous retrouvez dans des ateliers, chaudronnerie, menuiserie, Ouais, c'est là où il faisait les pièces. tous les corps de métier qui fonctionnent pour la mine. Et enfin, ce bâtiment-là, que vous avez du coup juste ici. Donc ça, c'est le bâtiment qui abrite la machine d'extraction. Donc la machine d'extraction, c'est le nom du moteur Très bien. qui permet d'actionner les ascenseurs pour faire descendre les mineurs, les remonter, remonter la potasse. Et donc juste à côté de ce bâtiment, on va aller voir les chevalements. Donc ce sont les grandes montures qui surplombent les puits. Donc on a deux puits ici, Joseph et S, d'où le nom de la mine Joseph et S, c'est le nom des deux puits. Ouais. Les puits ici descendent à une profondeur d'environ 515 mètres. Donc c'est à cette profondeur-là que les mineurs allaient descendre pour extraire la potasse. Mais comme je vous l'ai dit au début, le gisement il décline vers le nord. Ici on est dans une des mines les plus au sud, donc on est dans une des mines les moins profondes. Ah, d'accord. La mine la plus profonde c'était Ensisheim. Et Ensisheim, il y avait un puits, Ensisheim 2, il descendait à 1036 mètres. Donc C'est la chaleur. ça c'était le puits le plus profond. Et en plus, il y avait même des chantiers qui pouvaient aller encore plus profond, notamment sur Redersheim, où on allait jusqu'à 1300 mètres de profondeur quasiment, avec la température qui augmentait en conséquence. Donc voilà. Et pour finir, ces bâtiments-là, eux, ils n'existent plus, ils ont été détruits dans les années 90-2000, parce que la mine ici, elle a fermé en 66, donc ces bâtiments n'avaient plus d'utilité. Et ces bâtiments-là avaient la fonction d'usine de stockage et de traitement du minerai. Pourquoi traiter le minerai? Parce que quand il était extrait, il fallait ensuite séparer les constituants. Donc séparer le chlore de potassium du chlore de sodium pour faire d'un côté l'engrais et de l'autre côté le sel de déneigement. Donc voilà. C'est quoi ces machines là? Ça? Ah bon? Ouais. Ah. C'est là où il y avait le minerai dedans, hein? Non, là, les mineurs descendaient. Ah, dedans? C'est ceux qui faisaient l'entretien des... Oh purée, il y avait les mineurs dedans, eh ben, pour l'entretien. Il y avait un truc de secours. Et ça c'est une pompe à eau. Ah bah. On compte à deux, là. Ah bah. Ils arrêtent tout, même leur service d'incendie. Vous avez un petit peu ici une configuration un petit peu plus visible de la mine, avec notamment dans le premier plan devant vous le chevalement du puits Joseph. Et derrière, en passant, vous avez peut-être aperçu le deuxième chevalement, celui du puits. Ouais, celui qui est derrière. Du coup, il y a juste derrière, vous Bon alors, elle est toujours en exploitation, comme il a dit le monsieur. Il stocke dedans tout ce qui est... Qu'est-ce que c'est en général qu'il stocke maintenant? C'est ce qu'on appelle des déchets ultimes. Des déchets ultimes, autrement dit, les trucs nucléaires, non? Non, pas nucléaire, c'est des déchets toxiques, mais issus de l'industrie. Ah d'accord. Le nucléaire, ça va être de l'amiante, du mercure. Ah, l'amiante, oh d'accord. Ouais. Parce qu'en fait, l'État a décidé de réhabiliter cette mine dans les années 90 pour en faire un site d'enfouissement de déchets ultimes. Donc les déchets ultimes, qu'est-ce que c'est? C'est des déchets industriels toxiques qu'on ne sait pas traiter, comme de l'amiante, du mercure, du cyanure, des résidus de pesticides, des choses comme ça. On a mis ces déchets là-dedans, dans l'ancienne mine. Alors pas directement au niveau du gisement de potasse, mais en dessous. On a créé des infrastructures de stockage dans des banques Celgene et on a mis ces déchets là-dedans. Et c'est risque bien. Justement, c'est ça la polémique. C'est la polémique en ce moment. Aujourd'hui, pas, mais dans 100 ans, c'est pas ce qu'on laisse pour le dessin. En gros, si vous voulez, ce stockage, il a duré 4 ans dans lesquels on a stocké 48 000 tonnes de déchets. Ça a duré de 98 à 2002. Sauf qu'en 2002, il y a une erreur qui a été commise. On a stocké entre eux des matériaux non compatibles, ça a fait fusion, et ça a créé un incendie dans un dépôt de stockage. Un incendie qui a duré des semaines et des semaines. Donc suite à cet incendie, on a arrêté de stocker de nouveaux déchets, et on a aussi arrêté l'exploitation de la potasse. Parce qu'en fait, en 2002, quand il y a eu l'incendie ici, il y avait deux mines qui extrayaient de la potasse, Amélie et Marie-Louise. Suite à l'incendie, on a arrêté l'exploitation. Alors aujourd'hui, pourquoi ça tourne encore? Parce qu'en fait, on continue de surveiller les déchets qui ont été stockés au fond. Parce qu'il y a encore 40... Il y a des caméras alors et tout pour surveiller tout ça. Non, il y a des hommes, les hommes descendent. Ah, ils descendent. Ouais, il y a encore de l'activité, il y a encore des gens qui travaillent quotidiennement sur ce site. Pour la maintenance des déchets, pour l'entretien de la mine, en attendant qu'une décision soit prise de façon ferme et définitive sur l'avenir du stockage.
c'est là que ça fait polémique, parce que sur l'avenir du stockage, en gros, il y a deux camps qui s'affrontent. D'un côté, l'État qui veut confiner le site, en gros couler du béton sur les zones de stockage, créer un sarcophage là-dessus pour l'éternité, reboucher les puits et faire de ce site un site de stockage, on va dire quasiment irréversible. Et face à ça, il y a des opposants qui veulent déstocker les déchets, c'est-à-dire les sortir. Et ils vont les mettre où? Ça sera pareil. D'autres problématiques. Et leur argument à eux, c'est le risque de contamination de la nappe. Et il fallait combien de temps pour descendre jusqu'en bas alors? Les mineurs, ils descendaient entre 6 et 8 mètres à la seconde. Donc ça allait très vite. Ça allait très vite. Tout à fait. Je vous en parlerai dans la salle des Ah ouais, parce que là, et là c'est leurs wagons, les wagons qu'ils étaient en fond. Ça c'est ce qu'on appelle des berlines. Donc effectivement c'était des wagons qui étaient chargés de potasse. Ouais. Mais ça veut dire qu'en bas il y avait aussi un système de rails alors. Oui. Il y avait des locomotives au fond, effectivement. Et les mineurs se mettaient entre les deux là, non? Ou c'est seulement d'autres choses? Non, les mineurs, ils étaient pas dans les. Enfin, ils étaient pas avec le minerai, hein, c'était des. Ah d'accord. Il y a des ascenseurs. Ah, il y a un ascenseur, oui quand même. Après les berlines remontaient aussi par là. Ah ouais. Et ça c'est le plan de la. Oui, c'est une maquette. C'est une maquette. Globalement. Ah ouais. Et il est changé tous les combien, les grandes poulies comme ça? C'était contrôlé très régulièrement parce qu'il fallait éviter tous les risques de section. Etc. Et quand ils changeaient les câbles, ils arrêtaient la mine ou... Non, ils arrêtaient pas la mine, ils arrêtaient l'ascenseur. Ah ouais. Donc il y avait tout un... Ah oui, Ça, c'est des soupèvements de galerie. ça c'est ce qu'on appelle une pile de soutènement marchand. Ah, c'est ceux qui mettent De soutenir le toit, à l'époque de l'exploitation par lavage intégral. Et après, il y en a... Non, on dirait du caoutchouc dedans, non? Ah oui, c'était pour le... Pour mettre le câble, hein. Le câble, ouais. Le saviez-vous? Anecdote du musée. La potasse d'Alsace a fourni jusqu'à la moitié de la consommation française d'engrais. Le sous-sol alsacien est un ancien océan asséché il y a 30 millions d'années, ce qui explique ces gigantesques couches de sel. La potasse se forme. Je vous invite à regarder la petite carte qui est juste ici. Donc là, devant vous, il y a ce qu'on appelle une carte géologique. Ça ne vous dérange pas la c'est ce qu'on appelle une carte géologique, c'est-à-dire que c'est pas une carte qu'on a l'habitude de voir tous les jours, on n'arrive pas forcément à distinguer les frontières entre les pays, etc. Donc c'est pas forcément une carte qui est évidente à appréhender. Pour autant, elle est intéressante parce qu'elle nous permet bien de distinguer les différentes structures qui composent les régions. Alors, est-ce que vous arrivez à nous situer sur la carte? Est-ce que vous sauriez dire où est l'Alsace? Non, l'Alsace, elle est dans la partie jaune. Non, dans la partie bleue. Ah, Bleu. ah, bleu. Alors en fait, on est ici. Là, voilà, ce que je pense, c'est tout. Ah bah oui. L'Alsace, elle est là-bas. Là, c'est vrai, là on est là, on est ici. Donc effectivement, il y a un petit peu des pièges, on n'est pas ici, on pourrait croire qu'on est ici. En fait, on est là. Non, là-bas, c'est les Vosges, non? Alors c'est même après les... Après les Vosges, ouais. Là, regardez, là vous avez un couloir. Ouais. Vous voyez ce couloir qui descend? C'est la plaine d'Alsace en fait, c'est le fossé Rénan. Le fossé Rénan, en fait, c'est un fossé d'effondrement qui s'est formé il y a environ 50 millions d'années. Et ce fossé, en fait, il a séparé en deux un même massif pour en donner deux distincts de part et d'autre. D'un côté, les Vosges, et de l'autre côté, La forêt noire. voilà. Et nous, on est entre les deux. C'est pour ça qu'il fait chaud. C'est pour ça qu'il fait chaud, on est dans une cuvette. Une cuvette. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce fossé Rénan se forme? Alors, ce fossé Rénan, il s'est formé suite à la surrection de cette chaîne de montagnes. C'est les Alpes. Quand les Alpes se sont formées, elles se sont formées par la collision de deux plaques tectoniques. En fait, cette collision, elle a engendré des contraintes ailleurs. C'est-à-dire qu'au lieu de, du coup, si on a eu une collision quelque part, on a eu des fondasses ailleurs, on a eu des étirements, donc ce qu'on appelle des rifts, des fossés. Donc là, vous avez aussi en Rhône, la vallée du Rhône, et le fossé Rénan. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ces fossés justement pour que du sel précipite? En fait, ces lieux sont devenus des zones de piégeage d'eau. Il y a des grandes quantités d'eau qui sont arrivées dans ces fossés. Et cette eau, en fait, elle a donné une série de lacs ici chez nous en Alsace. Des lacs qui ressemblaient en fait à la mer morte actuelle, donc des lacs sursalés, très denses en sel. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces lacs? Ces lacs, ils ont évolué dans les périodes d'aridité, ce qui a permis en fait à l'eau de s'évaporer, et donc au sel de cristalliser, de précipiter. Donc c'est pour ça qu'il y a du sel dans notre sous-sol. C'est lié à la présence de mers mortes ici dans la région il y a 50 millions d'années. Des mers mortes qui se sont au fur et à mesure évaporées et ont connu de grandes périodes d'évaporation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous creusez dans le sous-sol de la plaine d'Alsace, à partir de 300 mètres jusqu'à 1800 mètres, vous avez que du sel. 1500 mètres de sel. Et dans ces 1500 mètres de sel,
par 2 fois, il y a 2 couches de potasse qui sont formées. Alors le pourquoi du comment de ces 2 couches de potasse, ça reste un petit mystère, il n'y a pas encore de consensus scientifique clair qui explique de façon formelle la formation de la potasse. Mais on a une théorie qui serait celle de l'érosion des montagnes qui était plus haute dans le sud de l'Alsace et qui aurait permis un sirop un apport plus conséquent ces minéraux en potassium, qui aurait permis à la potasse de cristalliser, mais ça reste une théorie. Donc voilà pourquoi on a de la potasse en Alsace, c'est lié à la présence de mer à l'époque ici dans la région. C'est pour ça que la potasse, c'est une roche qu'on appelle une roche évaporite, une roche qui se forme par évaporation, comme le sel. Donc voilà. Et d'ailleurs la collection que vous avez ici, c'est la collection minéralogique des mines de potasse d'Alsace, qui est constituée en fait d'échantillons de sondage, de carottage qui ont été faits par le service géologique des mines de potasse d'Alsace dans le monde entier, sur tous les gisements évaporitiques du monde. Donc dans cette collection, vous allez voir des échantillons qui proviennent du monde entier. C'est l'Italie. C'est la Sicile. C'est la même potasse qu'on a ici en Alsace. Ah, celle-là, on la voit bien, celle-là. Tiens, regarde, celle-là. Hein? Celle-là, on la voit bien. Qui est Émilie. Amélie. C'est à Wittelsheim, c'est juste Ouais. c'était la dernière mine qui se trouve ici qui a fait un moment. Mais elle est vraiment plus rouge. Ouais. Si on regarde, celui-là, on voit vraiment. Ouais, là, on voit bien les veines. On voit bien les veines. Elle prenait plus écrite. Ah là, ça c'est un truc brut. Là-bas, je vais les structures, Regardez la lampe. Et alors là, c'est du brut, c'est comme. Vous imaginez comme s'il y avait une mer tropicale ici en Alsace, avec des animaux typiques de ces époques-là. Par exemple, là, on a des poissons rasoirs, c'est des poissons qui vivent dans l'océan Indien aujourd'hui, et on avait les mêmes équivalents à l'époque ici en Alsace, il y a 50 millions d'années, donc des amphisines qui sont vraiment similaires aux poissons rasoirs actuels. Donc il y avait sur le réchauffement climatique à l'époque. En fait, il y en avait beaucoup des réchauffements climatiques. Les réchauffements, c'est une... Mais en fin de compte, ça veut dire que on a plus de. Ah, pour mettre les. C'était les marteaux comme les pics, on appelle ça des pics. Hein. Ouais. Qui étaient du coup là-bas. Et c'était pneumatique alors, tout ça. Pneumatique ou électrique. Oh punaise. Ouais. À la fin de la journée, Au départ, ils étaient au fur et à mesure. elles sont où les fossiles là? Hein? Le Jura. Après, en bas, tout ça c'est le Jura. Ici, c'est la Provence. Allez, ici, encore la Provence, je pense. Ici, vous avez la Lorraine. Ceux qu'ils ont trouvé dans la Lorraine, les sites. Et là, les Landes, Dax et tout. Vous voyez, c'est pas les mêmes couleurs, c'est vraiment. Ça, c'est des carottes de France. Mais regardez ici. Ça, ce sont des carottes Espagne. Dans le bassin de Catalogne. Catalogne. Regardez ça. C'est. Vous vous rendez compte de. Très beau. Elles sont grandes les carottes. Hein. Oui, mais il y a beaucoup de Gris, de marbre. Regarde Allemagne, bassin. des Echstein. Et ici, c'est Canada. On ne voit pas trop, hein, c'est ça qui est bête. Ici, c'est le Gabon. En fin de compte, on est dans les pays. Vous voyez, le Gabon, en fin de compte, c'est. Je sais pas si. Hein, ouais, c'est noir. Le Congo aussi, tu vois. L'Italie. Là, regardez. Le Canada. Et ici, c'est tout ce qui est en Italie, Sicile. Regardez ces pierres, ces couleurs. Au niveau. C'est vraiment. Mélange de chlorure de potassium et de chlorure de sodium. 23 puits ont été creusés pour la table. Au centre du chantier d'extraction, les mineurs empruntent un immense réseau de galeries qui sillonne le sous-sol. Ça, c'est la pointeuse. Tu pointes tes restes. Allez hop. Voilà, et hop. Et après, il faut passer. Voilà, clac. Non, on ne peut pas se bloquer.
Et voilà. Voilà. Et là, on arrive. Et là, c'est... Oh là là. Il n'y en a pas 600, mais à l'époque, il y en avait 600. Oh. C'est la salle des pendus. C'est la salle des pendus, la dernière salle des pendus authentique. De la côté. Donc voilà, donc vous rentrez un petit peu dans la pièce majeure emblématique du musée, c'est la salle des pendus. Donc la salle des pendus, c'est tout simplement l'ancien vestiaire des mineurs de fond de la mine Joseph. Et donc vous voyez pourquoi on appelle ça salle des pendus, parce que ça fait référence à ce système de suspension des vêtements en hauteur. Pour quelle raison le vêtement était suspendu de la sorte? Il y avait deux raisons à ça. La première raison, c'est une raison assez pragmatique de gain d'espace. Et comme vous le voyez, il y avait du monde dans ce vestiaire. Regardez les numéros sur les bancs bleus de part et d'autre. Ouais. 600 numéros, donc il y avait 600 mineurs ici qui avaient le rectangle. Donc il y avait de la place pour les stocker, donc on suspendait les vêtements en hauteur afin d'éviter d'encombrer le sol, de mettre simplement des meubles ou des casiers au sol, c'est un gain de place. Et la deuxième raison, c'était aussi pour permettre aux vêtements de sécher. Et du coup, vous avez des alcôves à droite et à gauche. Les alcôves, c'est les anciennes douches collectives. Donc les mineurs se douchaient ici, ils en profitaient pour rincer le vêtement qui était plein de sel, plein de poussière, et le suspendaient ensuite pour le faire sécher. Donc c'est ces deux raisons qui expliquent ce système de salle. Il n'y a pas aussi une troisième? Laquelle? Savoir s'il n'y avait pas quelqu'un qui était resté en bas? Non, ça c'était avec le système des jetons. Ah d'accord. Ça c'était plutôt à la lampisterie. Ah d'accord. Effectivement, chaque mineur avait un jeton avec son numéro de matricule, qui permettait ensuite de voir s'il était au fond ou s'il était au dos. Mais vraiment, le système de salle des pendus, c'est vraiment une raison pratique. Il fallait gagner de la place. Et donc quand le mineur arrivait le matin, il devait descendre. J'ai descendu son équipement. Là, il y avait sa tenue de travail, ensemble de travail. Donc les mineurs, ils descendaient habillés. Mais après, vous le remarquez, vous l'avez vu aussi dans le film. Ouais, ils étaient en... Au fond, ils étaient en short, en slip, même parfois nus. Les mineurs se déshabillaient parce qu'il est très chaud. Et sur le vêtement, avec le sel, ça devait le brûler. Ça irrite, ça frotte, c'était inconfortable. Donc il y avait beaucoup de mineurs qui travaillaient dans le plus simple appareil pour tenir le coup. Comme je vous l'ai dit, du fait du gradient géothermique de la plaine d'Alsace, les mines étaient extrêmement chaudes. Voilà. Mais le fait de descendre nu, c'était quand même risqué. Parce que le sel sur les parties intimes... Ah oui, c'est sûr, mais bon. On a beaucoup de pourquoi on va mettre des sessions de tirage aussi? Quand les mineurs descendaient, ils descendaient pour un poste de travail. Donc voilà. Et donc ensuite ici vous avez du coup les fameuses lampes de sûreté. Parce qu'une fois le mineur équipé en tenue de travail, il allait dans la salle qu'on a vue avant, la salle de minéralogie. Parce qu'à l'époque c'était la lampe historique. Donc c'est là où se trouvaient les lampes de mineurs. Donc les lampes de mineurs elles sont ici. Donc là vous avez les lampes de sûreté grisoumétriques, c'est des lampes à essence. C'était ce type de lampe là qui servait à détecter le grisou. Ouais. Ensuite là vous avez les lampes électriques à batterie à sécuriser. Voilà. La batterie était accrochée à la ceinture et la lampe était fixée en frontale sur le casque, ce qui permettait aux mineurs de travailler avec les mains libres. Et elle se rechargeait toute seule alors? Elle se rechargeait là-dessus. Donc ça c'est un banc de charge. Ah d'accord. Donc là, les mineurs on mettait la lampe à charger sur cet appareil-là. Ah d'accord. Et là c'était les jetons? Ça c'était les jetons, tout à fait, comme on a vu avant, qui permettaient de contrôler les mineurs et les bah. Ensuite à côté vous allez avoir... Ouais, parce que le film qu'on a vu, c'est récent. Ouais. Autrement dit, c'était pas comme à cette époque. Donc là après vous avez le poste de machiniste. Ah c'est ça que le truc qui descendait. Ouais, c'est ce que vous avez vu avant, vous avez vu la marmite avant quand on était sous les arcades. Et ben c'est ça. C'était les mineurs d'Abou. Bah. Ça, c'est ceux qui faisaient La maintenance du puits. Donc là, ici, c'est le poste de machiniste qui est reconstitué. Donc le machiniste, c'était le personnel qui avait la charge de manœuvrer la machine d'extraction. Donc la machine d'extraction, c'est le moteur qui permet d'actionner les ascenseurs pour la descente, la remontée des mineurs, du minerai. Donc ce moteur, il était contrôlé au jour par un bonhomme, le machiniste, qui était face à son bloc de commande, face à la machine d'extraction. Donc c'est lui qui avait la lourde charge que de faire descendre ses collègues à plusieurs centaines de mètres de profondeur, donc vraiment un poste à responsabilité. D'autant plus que le machiniste qui était au jour, lui, il n'avait aucune vision réelle sur l'ascenseur qu'il faisait descendre au fond. Il travaillait à l'aveugle. Parce que lui, il est au jour, il ne voit pas ce qui se passe au fond. Donc pour
pour contrôler la descente, il devait s'appuyer sur son environnement, différents appareils, notamment celui-ci. Donc ça s'appelle c'est un tachygraphe. C'est un appareil qui permettait de mesurer en temps réel la vitesse de descente de l'ascenseur dans le puits, avec les chiffres ici qui correspondent à des mètres par seconde. Donc c'est un indicateur de vitesse. Et les mineurs descendaient entre 6 et 8 mètres à la seconde, ce qui représente environ 30 km. Ça va vite, hein. C'est très rapide. Ensuite, dans le coin, vous avez le profondimètre. Donc ça, c'est l'appareil qui permettait en temps réel, grâce au déploiement des câbles, de voir à quelle profondeur dans le puits se trouvait l'ascenseur. Ensuite, pour communiquer, il y a un système de communication qui s'appelle le système de code des signaux, qui permettait, grâce au signaleur du fond, qui communiquait avec le machiniste au jour via un système de signaux sonores. Donc chaque nombre de coups correspondait à une manœuvre précise, et donc un coup correspond à un signal sonore. Vous le faites à côté. Ça va faire un petit peu de bruit, ne vous effrayez pas. Donc en fonction du nombre de coups qui est envoyé par le signaleur du fond, le machiniste pouvait adapter la manœuvre à effectuer. C'était les consignes. Ah, il était marqué aussi en allemand. En allemand aussi, bien sûr. Ah bah oui, parce que ça... Ça a connu Voilà. les deux périodes. Et ensuite, sur le panneau jaune à côté, donc là vous avez les horaires de travail, les horaires de descente des cordées réservés au personnel par poste de travail. Donc P1, P2, P3, ça correspond aux 3 postes de production. Matin, après-midi, nuit. Et à minuit, il y avait un 4e poste qui venait s'intégrer dans la rotation, qui était le poste de préparation. Et tout ça tournait 24 heures sur 24, quasiment 7 jours sur 7. Donc l'activité était continue. Jour et nuit, il y avait de l'activité. Il y avait du monde dans la mine, ça ne s'arrêtait pas. Un métier de technicien. Ouais, parce que là, entre la vidéo et avant, on voit la différence. Parce que la vidéo, c'est moderne. Mais avant... Et ça, c'est l'intérieur, comment c'était? Là, vous avez une galerie reconstituée avec les boisages de l'époque. Ah ouais. On appelle ça un boisage anglais. Comme c'est dans Cracovie aussi, il y a du bois qui s'est fossilisé avec le temps, avec le sel. Ah ouais, c'est carrément pétrifié. Bah oui. Et ça, c'était pour forer aussi. Voilà, pour forer, les forages électriques. Et les bidons, c'était pour avoir de l'eau. Pour l'eau, il y avait de l'eau, il y a tous les réseaux d'eau qui étaient, il y avait de l'eau qui était acheminée constamment au fond parce que les mineurs buvaient énormément. Bah ça, je m'en doute, hein. Là, ça c'était pour alimenter l'air, pour aérer. Et l'eau, il y avait des réseaux d'eau qui étaient acheminés. Joseph Hayes, on est là. Ouais, la profondeur. Et si Seim H2, c'est plus grand que l'Empire Stahlbuilding. Ouais, largement. Ah oui. Ah oui, parce qu'elle est à 1100 presque, hein, 1036. Tu te rends compte, c'est les téléphones... Allô? Il y a quelqu'un? Non, regarde. Ils sont lourds, hein? C'est stylé. Hein? C'est vrai que c'est lourd pour un téléphone. Ouais. Voilà. Et là, c'est la fermerie. Hein? Ouais. Oh là. Ouais. Wow. Alors ça c'est pour... Oh. Thème de sécurité. Oui, moi je suis fonctionnaire. Je suis responsable du musée pour l'agglomération. La grosseur des câbles. Là, vous avez toutes les sections de câbles. Ouais. Et le poste de machiniste, mais dans la partie plus moderne. Donc c'est ce que je vous ai expliqué là-bas, mais là vous avez... Ouais, mais c'est plus récent. Derrière la grosseur. Et là, c'est des mineurs en charbon. Oui. Punaise. Un immense merci à Loïc pour sa passion, son temps et son accueil incroyable aujourd'hui. C'est grâce à des passionnés comme lui que l'histoire reste vivante. Et d'ailleurs, les amis, c'est tellement important. La vidéo parle en elle-même, elle est longue, je sais, mais c'était important que, bon, nous on a apprécié. Ouais. Hein, c'est quelque chose qui est très bien. Je vous recommande de prendre la visite avec le guide. Bon, d'accord, il y a un petit surcoût par rapport à la visite, mais ça vaut vraiment le coup. Ouais. Parce que... Et lui, Loïc, oui, c'est ça. Il explique d'une manière géniale. Non, oui, on dirait que son père était mineur. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que on voit bien excusez-nous si vous entendez du bruit, hein, c'est la clim, hein, vous entendez. On voit bien que ça tient à cœur de parler de tout ça et
Hein, Ah oui. voilà. Ah oui. Bon, vous avez vu que j'ai pas mis de bons plans Ouais, cette parce que semaine. j'ai pas. Parce que, vous savez, on essaye de se calfeutrer, de profiter de la moindre, voilà, Ouais. le moindre moment de fraîcheur. C'est vrai que la canicule, j'ai jamais bu autant. Je tourne à 2 bouteilles par jour à peu près, hein, ça fait 3 litres. Mais c'est à l'intérieur, je trouve que c'est insupportable quand même. Ouais, Parce que dehors, même s'il fait 28 ou 29 dedans, c'est supportable par rapport à la chaleur de dehors. Ah oui. Mais on a mis sur le camping-car devant et sur les côtés, on a mis des couvertures de survie. Malgré l'isolant qu'on a déjà. Malgré l'isolant, hein, on a mis ça, mais c'est vrai que ça empêche. Quand je mets la main sur les trucs, je sens moins la chaleur. Ouais. Mais on s'est aperçu que le plus grand endroit où il faisait chaud, C'est le toit. c'est le toit. C'est le toit, parce que ça tape directement. Bah, Faut dire que les panneaux solaires, là, ils sont en train de bien donner. Hein. Bah, les camping-caristes, ils doivent le savoir. Hein. C'est pour ça qu'il y en a qui vont pas en vacances, comme ils nous ont envoyé. On est retourné à la maison. Ouais, bon, c'est ça, c'est les gens qui ne sont pas comme nous à l'année. Ouais, Nous, on ouais. peut pas retourner Non. à la maison. Ah, non. Mais c'est vrai qu'on est en train de se poser la question, comment font les gens du voyage, ceux qui vivent aussi comme nous et qui se posent. Est-ce que vous avez une idée là pour isoler le toit? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Est-ce que bon, c'est vrai que c'est pas bien quand on voyage tout le temps, mais quand on se pose pendant 1 ou 2 semaines ou plus longtemps, comment on gère cette chaleur? Parce que rendez compte, on est au mois de mai, non, juin. On est au mois de juin, c'est la 2e canicule. Ouais. C'est la 2e canicule qu'on se paye. Alors, hein, punaise, C'est comme ça, mère alors nature, si c'est pas ça, c'est la pluie, c'est les orages, c'est les inondations. Oui, Bon. mais comme on dit, mère nature. Oui, maintenant, ah oui. Mais, ouais, ouais. toutes les bêtises qui sont sur Terre. Voilà. Bon, allez, on va vous laisser. Oui. On vous dit à la semaine prochaine. Cette fois-ci, on va aller visiter un autre endroit. Oui, oui. Hein? Et cette fois-ci, je ne vais pas oublier, je vais essayer. Ah oui, on va essayer de faire un bon plan parce qu'on on a essayé d'autres trucs depuis et on s'est aperçu que. Ah oui, un super. Oh, pour les femmes, oh purée, pour. Ouais. Je dis pas. Ouais, Oh, ouais. super. Mais. Je vais essayer. Je vous donne seulement un peu l'eau à la bouche. Sur une chemise blanche. Ah, pour enlever une tache. Pourquoi t'as dû dire? Non, bah, c'est pour C'est- un truc. c'est Bon, on en reparle la semaine prochaine. Allez, Bisous, bisous. au revoir. Babou et Nina, aventuriers en camping-car, avec Wally, leur fidèle compagnon, montagne, forêt, plage ensoleillée, ils découvrent le monde, insouciants, partageant rire et moments précieux, leur bonheur est contagieux. Babou et Nina, la 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 la, Wally leur mascotte, la 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 la, camping-car et liberté, la 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 la, ils vivent leur vie, la la la.